s'inscrire et rentrer. Donc, nous allons commencer peut-être dans quelques minutes. Donc, à tout de suite. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Nous allons commencer la session sous peu. Merci de votre participation et d'être ici. Et nous avons hâte de partager de l'information avec vous. Donc, on va commencer dans 1 ou 2 minutes. Bonjour Catherine. Oui, donc il y a une question dans le chat. Ce webinaire est en français. This webinar will be entirely in French. Absolutely. There is one French session, one English session, I believe, next week. Ibrahima, what date is the next? It's next Wednesday, the 19th, from 4 to 5 p.m. Eastern time. Perfect. Yeah. I'm sorry for those who signed up for the wrong session. Yeah, we apologize for the confusion, and you can still register for the English webinar, which is happening next week, next Wednesday. Donc, une fois encore, bienvenue à tous. Nous allons commencer la session sous peu. Cette session sera complètement en français. Et malheureusement, je sens qu'il y a quelques personnes qui se sont trompées et ont pensé que cette session allait être en anglais. Il y a une session la semaine prochaine en anglais, le 19, si je ne me trompe pas. And I'll say that in English as well. So welcome to everyone. I'm sorry for the folks who thought this was an English session. The session will be entirely in French today, but we will have a session in English next Wednesday, the 19th, that you can still sign up for. You may, I see a question, you may ask your question in English, but we will be giving the answer in French first, and then try and give a simultaneous translation. But the session really today is prioritizing Francophone organizations and participants. Je vais peut-être prendre une autre minute pour que les gens puissent rejoindre la session, et puis on va commencer parce qu'on veut donner le maximum de temps possible à la fin de la session pour les questions et de la participation. D'accord. Super. Donc, bienvenue encore. C'est un plaisir d'être ici avec vous cet après-midi pour vous parler du Fonds national de la lutte contre le racisme que l'on a. Je vais commencer, bien sûr. Tout d'abord, nous aimerions reconnaître les terres sur lesquelles nous nous réunissons. Je vous rejoins aujourd'hui du territoire non cédé de la nation algonquine, Anishinaabe, plus couramment appelée Ottawa. La Fondation canadienne des relations raciales a ses bureaux dans le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga de Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, plus couramment appelés Toronto. La ville de Toronto est également couverte par le traité 13 avec les Mississauga de Crédit. Cette ville abrite aujourd'hui de nombreuses Premières Nations, Inuits et Métis, et nous les remercions de leur accueil. Mon nom est Barbara Nzidié, mes pronoms sont elle, she et her. Je veux commencer bien sûr par l'introduction de notre équipe et des gens qui vont animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, je vais inviter mes collègues Ibrahima, Kim et Neil à se présenter avec leur nom, leur fonction et toute autre information qui pourrait être utile. Merci beaucoup, Barbara. Mon nom, c'est Ibrahima Gay et je suis le responsable des partenariats ici à la Fondation canadienne des relations raciales. Bienvenue à ce webinaire. Merci. Bonjour, je m'appelle Kimberly Bennett. Je suis la coordinatrice des communications pour la Fondation canadienne des relations raciales. Merci.
Nick, si tu as la chance de te présenter. Oui, bah, j'ai essayé de faire démarrer la vidéo, mais j'ai un petit peu de mal. Alors, bonjour, je m'appelle Neil Santamaria, je suis le nouveau directeur de la Fondation pour le Québec et je suis absolument ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci à tous. Donc, on a un ordre du jour assez... on a un ordre du jour en deux moitiés. Donc, la première partie de la session sera une présentation par notre équipe. Donc, dans cette présentation, on va parler des objectifs du fonds, des thématiques et des résultats attendus, des détails de financement et de l'admissibilité, pardon, et des procédures de demande et de soutien. Et puis, dans la deuxième partie de la session, on va avoir à peu près 30 minutes dédiées à des questions-réponses. Donc, pour pouvoir répondre à vos questions sur absolument tout ce dont on va parler aujourd'hui ou d'autres questions que vous aurez par rapport au fonds. Et on va utiliser la fonction du Q&A dans Zoom. Donc, si vous êtes dans votre fenêtre en bas à gauche, vous devriez avoir accès à un bouton où vous cliquez et vous pouvez soumettre des questions à travers le webinaire. Donc, on ne va pas prendre de questions pendant la présentation, mais à la fin de la présentation, on va adresser toutes les questions qu'on pourra dans les 30 minutes accordées. Bien sûr, si vous pensez à quelque chose dans le moment, vous pouvez soumettre la question. N'attendez pas jusqu'à la fin pour soumettre vos questions, mais on vous donnera la réponse à la fin. C'est aussi important de vous dire que ce webinaire est enregistré et qu'on partagera la vidéo une fois qu'on aura fini la session avec vous pour que vous puissiez revenir sur la session. D'accord. Donc, on va commencer avec les objectifs du fonds. La Fondation canadienne des relations raciales a été créée par le gouvernement du Canada en tant que société d'État en 1996, dans le cadre de l'accord de redressement nippo-canadien afin de réaffirmer les principes de justice et d'égalité pour tous au Canada. La Fondation est une société d'État et fonctionne sans lien de dépendance avec le gouvernement. Ce fonds national pour soutenir la lutte antiraciste, dont nous allons parler pendant la prochaine heure, est un investissement de 3 millions de dollars sur 2 ans. Cet investissement est visé à soutenir les organisations partout dans le pays dans leur lutte contre le racisme et aussi visé à promouvoir des événements et l'éducation et à soutenir les groupes communautaires afin de construire une société plus antiraciste. Cette contribution permet aussi à la Fondation de poursuivre sa mission qui se focalise sur le développement, le partage et l'application des connaissances et de l'expertise, contribuant à l'élimination du racisme et de toutes les formes de discrimination raciale dans la société canadienne. Ibrahima, on ne t'entend pas. Oui, merci Barbara, j'étais en sourdine. Merci Barbara pour cette introduction du fonds. Donc, sans plus tarder, nous allons vraiment entrer dans les objectifs, dans les thèmes et objectifs dans le vif du sujet. Et pour commencer, nous allons parler des thèmes et objectifs du fonds. Donc, le Fonds national de lutte contre le racisme s'articule autour de 4 thèmes, comme vous voyez, 4 thèmes et objectifs, comme vous le voyez sur l'écran. Le premier, c'est les barrières raciales systémiques. Donc, ce thème, on a pour objectif là-dessus pour réduire les barrières à l'inclusion en luttant contre le racisme systémique dans l'éducation, les soins de santé, le système judiciaire, les services publics, l'emploi et la vie publique. Donc, le deuxième thème, qui est recherche et éducation, vise à promouvoir et accroître la disponibilité et l'accessibilité des données, des preuves et des perspectives communautaires sur les relations raciales au Canada. La troisième, c'est la sensibilisation du public qui a pour but d'informer les politiques publiques en mettant en évidence les barrières systémiques et institutionnelles. Et le dernier, qui est le développement d'une communauté culturelle et interculturelle, qui a pour objectif de créer des opportunités interculturelles à travers des discussions et un dialogue sur la race, la religion, la sensibilisation et les collaborations. Donc, en plus de ces thèmes et objectifs,
du fonds, nous avons mis en place aussi des résultats attendus qui sont très reliés aux objectifs que je viens de mentionner. De ce fait, toutes les demandes de subventions doivent atteindre un ou plusieurs résultats attendus. Je me corrige un peu parce que j'ai oublié de mentionner aussi que les demandes de subventions doivent être aussi s'aligner sur un thème, un ou plusieurs thèmes avec les objectifs qui vont avec l'objectif qui vont avec. Donc, cela va de soi aussi pour les résultats attendus. Et nous en avons 4 et tout ça, c'est pour essayer de mesurer le résultat qui va être attendu, qui va sortir du projet, de l'événement ou bien de l'initiative proposée. Donc, la première, c'est accroître la sensibilisation aux questions de politique publique liées aux relations raciales, à l'antiracisme ou la lutte contre la haine au niveau national, régional ou régional. Donc, c'est vraiment avoir un objectif d'accroître une sensibilisation. Deuxième aussi, c'est toujours question de sensibilisation, c'est accroître la sensibilisation à la diversité culturelle du Canada. Troisième, c'est aussi accroître la sensibilisation, mais aux facteurs tels que la race, la culture, l'ethnicité ou la religion qui peuvent entraver une pleine participation dans l'ensemble de la au sein de la population canadienne pour toute la société, ainsi qu'une intégration économique. Et la dernière, c'est les connaissances, accroître et la disponibilité et l'accessibilité des connaissances ainsi que les capacités de communautés à lutter contre le racisme et la discrimination. Donc, les détails du financement du fonds en tant que tel. Donc, il existe 3 types de financement au sein de ce fonds, notamment des sources de subventions ou de financement. Et chaque source de financement a des critères différents et des montants de financement différents. Donc, la première, c'est celle basée sur des projets. La deuxième, c'est des commandites d'événements. Et la troisième aussi, c'est des initiatives de jeunes. On va plus en détail décortiquer chaque source de subvention dans les diapositives à venir. Mais il faut noter que les propositions, les demandes de subvention, que ce soit pour toutes les sources, doivent contenir un calendrier d'activités détaillé qui ne doivent pas dépasser la date de finition de toutes ces, d'achèvement de toutes ces activités ne doivent pas dépasser le 31 décembre 2023. Ici, c'est quand on ira dans les détails, on n'a pas voulu imposer aux organismes de nous donner une durée de projet, mais on vous donne la latitude de créer votre projet, votre événement ou votre initiative de jeunes dans cette période à partir de la signature du contrat, si vous êtes subventionné, vous avez jusqu'en 2023 pour mettre en place votre projet, votre événement ou votre initiative de jeunesse. Donc, on va commencer par les demandes basées sur les projets. Ici, nous encourageons vraiment les organismes qui luttent, qui ont des projets de lutte sur, contre le racisme ou les discriminations, ou bien une société plus antiraciale, de postuler. Donc, mais pour être admissible, comme vous le voyez à l'écran, il faut être un organisme de bienfaisance enregistré tel que reconnu par l'Agence canadienne, l'Agence de revenus du Canada. Mais si vous êtes aussi un organisme qui n'est pas enregistré à but non lucratif constitué en société, vous pouvez présenter une demande, mais en collaboration avec un organisme de bienfaisance enregistré qui va agir comme fiduciaire. Dans ce cas, il faut vraiment un partenariat. On ne va pas chercher comment on appelle ça, une collaboration formelle, que vous n'aurez pas besoin de nous soumettre ça, mais il faut vraiment avoir une entente avec un organisme parce que cet organisme aussi qui va prendre la peine
d'agir comme fiduciaire pour vous et aussi a aussi des responsabilités. Par exemple, il va présenter la demande, cet organe va présenter la demande pour vous. Il va utiliser leurs informations financières, les informations telles que leur numéro d'enregistrement au niveau de l'Agence du revenu, tout ça. Donc, il faut vraiment clarifier tout ça et que c'est pas juste, on va juste prendre un organisme qu'on connaît bien et puis on met leurs informations. Non, ils vont être vraiment, on cherche vraiment une collaboration ici. Donc, on va parler maintenant des détails du financement un peu. Donc, pour cette source de subvention, on a 2 millions de dollars disponibles pour tout. Mais chaque projet est subventionné peut recevoir minimum 25 000 à 125 000 dollars. Aussi, quand les projets qui vont être subventionnés, nous essayerons de travailler avec les bénéficiaires pour, à la signature du contrat, d'essayer de trouver une entente où il y aura une retenue de au moins 20 jusqu'à 20% d'ici pour après on va donner ça, on va payer ça, cette retenue après la soumission du rapport final. Ce que je veux mentionner aussi, c'est qu'il y a le financement partiel est disponible pour cette source. Disons financement partiel, ce qu'on entend par ici, c'est si vous avez un projet et le total du projet va vous coûter 40 000 dollars, mais vous avez pu trouver 20 000 dollars, que ce soit vos propres fonds, que ce soit des fonds d'autres sources, d'autres bailleurs de fonds. Vous pouvez venir avec nous chercher les 20 000 qui restent. Mais il faut que ça soit vraiment clair. Dans le budget, vous devez expliquer ça, qu'on a sécurisé les 20 000, on vient chercher ça. Et où est-ce que vous avez sécurisé? Dans vos propres fonds ou bien on a déjà sécurisé avec un autre bailleur de fonds? Le truc ici aussi, c'est de ne pas demander là-bas 20 000, demander au CRRF 20 000 et que si nous vous donnons, excusez-moi d'utiliser CRRF, le terme, c'est FCCR, CCR pour la Fondation canadienne des relations raciales. Donc, le truc, c'est de s'assurer vraiment d'avoir les fonds avant de venir demander les 20 000 avec nous. Parce que si vous demandez les 20 000 et vous demandez ailleurs, vous réussissez avec nous et vous ne réussissez pas avec les autres, ça va être difficile pour nous de vous donner alors qu'il n'y aura pas, vous aurez à avoir des difficultés à mener à bien le projet. Donc, c'est ce point que je voulais clarifier ici. Donc, pour ce volet de subvention, comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a une date limite. Donc, les demandes sont ouvertes sur le portail, mais donc vous pouvez, dès aujourd'hui, si vous êtes prêt, vous avez compris tout, vous avez votre projet en main, vous pouvez aller sur notre site et pour pouvoir postuler. Et la date limite, c'est le 28 à 21 heures. Donc, le portail sera fermé pour les demandes de projet le 28 janvier à 21 heures. Donc, passons aux demandes de commandite d'événements. Les événements aussi, nous encourageons aussi les organismes canadiens qui ont des événements pour lutter contre le racisme ou la sensibilisation sur les discriminations, les causes racistes ou pour une société plus antiraciale, donc de postuler. L'admissibilité est ouverte aux organismes de bienfaisance enregistrés, tels que reconnus par l'Agence du Canada, mais aussi aux organismes communautaires à but non lucratif incorporés. Donc, contrairement à la source des projets, ici, vous n'avez pas besoin, si vous n'êtes pas incorporé, vous êtes le bienvenu à postuler parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un organisme qui va agir incorporé, qui va agir comme fiduciaire pour vous. Donc, c'est ouvert à presque tous les organismes communautaires incorporés partout au pays.
Donc, pour ce montant, le montant du financement ici, on a un total de 1 million de dollars qui est disponible, mais cet 1 million de dollars est aussi partagé avec les demandes d'initiatives de jeunesse dont j'aurai à parler dans la prochaine diapositive. Donc, au total, on a 1 million de dollars qui est disponible. À financer, c'est pas parce qu'on on fait pas 500 000 pour commandite d'événements et 500 000 pour initiative de jeunes. Non, c'est 1 million de dollars partout à distribuer pour ces deux sources de subvention. Donc ici, un maximum de 25 000 dollars est disponible pour chaque demande de commandite d'événements qui a réussi l'étape d'évaluation et tout. Donc, aussi ici, on peut donner, après signature du contrat pour les bénéficiaires, donc on peut donner jusqu'à 100% des fonds après signature. Ça dépend de la durée de plusieurs facteurs de l'événement, en fait. Ça dépend de la durée de l'événement, de la complicité des activités, du budget et tout ça. Donc, on peut donner 100% comme il peut y avoir aussi une retenue jusqu'à 20% comme pour les projets, mais ça dépend toujours de la complexité de l'événement ou des activités. Aussi, un rapport final va être exigé, mais ce rapport final est attendu dans les 2 mois après, 60 jours après l'événement, c'est-à-dire l'achèvement de toutes les activités. Aussi, il y a la disponibilité pour cette source de bénéficier d'un financement partiel aussi, comme pour les projets. Donc, comme je l'ai expliqué, vous pouvez demander la moitié alors que vous avez déjà sécurisé la moitié du montant total de votre projet. Contrairement au projet, la source pour les projets, cette fois-ci, il n'y a pas la date limite, c'est vraiment ouvert. C'est une réception des demandes continue jusqu'en décembre 2022. Donc, pour ceux qui sont intéressés à faire une demande d'événement, ils ont beaucoup plus de latitude comparé aux organismes qui ont des projets parce qu'ils peuvent vraiment réfléchir, mûrir leur événement et dépendamment de quand vous voulez faire votre événement aussi. Donc, vous avez cette latitude d'avoir accès au portail pour postuler jusqu'en décembre 2022. Donc, parlons des commandites d'initiatives de jeunesse. Cette fois-ci, je vais juste mentionner, on invite tous les organismes de jeunes, les organismes qui œuvrent pour les jeunesses partout au Canada, pour des initiatives sur le racisme, la discrimination, la sensibilisation pour une société plus juste, équitable en matière de race. Donc, on évite ces organismes. À la base, on voulait penser vraiment regarder les organismes dirigés par les jeunes. Mais on a dit, on ne veut pas se limiter à ça, on veut vraiment l'ouvrir à tout le monde, mais l'essentiel, que ça soit vraiment axé sur les jeunes. Donc, c'est ça le but de cette source de subvention. Et pour être admissible, comme vous le voyez, on a ajouté pour les organismes qui sont admissibles, c'est les mêmes que les 2 précédents, c'est-à-dire c'est les organismes de bienfaisance enregistrés canadiens, les organismes communautaires à but non lucratif constitués, mais on a ajouté les groupes d'étudiants et les groupes communautaires reconnus. Reconnus, ça ne veut pas dire, parce que on a fait un webinaire en anglais récemment et puis il y a quelqu'un qui me demandait, mais nous, on est juste un petit organisme qui vraiment travaille avec les nouveaux immigrants racialisés de toutes. On n'est pas reconnu, mais on nous connaît bien. On nous connaît bien. On a un board. Donc, vous êtes ces genres d'organismes qu'on appelle grassroots en anglais peuvent vraiment postuler pour cette initiative, pour ce volet de subvention s'ils ont vraiment une initiative qui est vraiment solide, qui aura un impact, qui est surtout
qui répond surtout à nos thèmes que je viens de mentionner au début, nos thèmes, et puis qui peuvent vraiment atteindre les résultats attendus qu'on a mis en place. Donc, le total, comme je l'ai mentionné dans le volet événements, c'est $1 million qui est disponible pour ce volet, partagé avec les demandes des événements. Donc, pour celui-là, étant donné qu'on cherche à chercher à vraiment toucher les jeunes et puis je ne sais pas moi, toucher les jeunes et les initiatives pour les jeunes, on a vraiment donné minimum 2500 parce que c'est probablement, on espère que quelqu'un va essayer de faire une idée géniale de podcast ou je ne sais pas moi, quelqu'un va faire un petit événement de sensibilisation à travers des choses virtuelles. Il y a tellement d'idées créatives là-bas avec des petits fonds, des petits budgets pour lancer les jeunes, pour amener les jeunes ensemble. C'est dans ce but-là qu'on a mis vraiment ce volet en place. Donc, il y a 2500 qui est disponible pour chaque initiative de jeunes. Et ici, il n'y aura pas de retenue, 100% et des fonds sont fournis à la signature du contrat. Mais aussi, il y a un rapport. C'est pas parce que c'est un petit événement, on pense, mais il y a un rapport. On veut savoir vraiment ce qui s'est passé. On veut savoir, est-ce que cet événement, parce qu'avec un rapport, on peut trouver qu'on peut le partager. Parce que tout ce qu'on veut, comme Barbara l'a mentionné au début de notre mission, on cherche à partager. On cherche à partager ce qu'on fait, les bonnes choses qui vont sortir de ces projets et de ça. Donc, un rapport est attendu pour qu'on puisse peut-être partager sur notre site web ou bien d'autres jeunes peuvent être inspirés. Pour la date limite de ce volet aussi, il n'y a pas de date limite, c'est comme ça, on l'a ouvert. Donc, si vous avez une idée, vous avez jusqu'en décembre 2022 pour faire une demande. Donc, parlons un peu des limites du financement, du fonds. Alors, commençons par vraiment les critères pour poser une demande. Donc, les organismes qui peuvent bénéficier d'un financement dans le cadre du volet des projets, un seul projet au maximum par organisme. Donc, on organise, j'ai reçu des questions comme quoi on a 2 différents projets, est-ce qu'on peut vraiment faire une demande pour ces 2 projets qui sont vraiment intéressants? Je dis, mais oui, mais on va vous donner, si vous êtes même si tous les 2 projets, après évaluation, méritent d'être financés, on va juste choisir un projet. Donc, c'est ça le but. Donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent chercher ils ne sont pas enregistrés, mais ils sont incorporés, ils vont chercher un autre organisme en fiduciaire, chercher un autre organisme peuvent agir pour différents organismes. Mais le truc, c'est qu'à la base, on va juste financer un projet. Donc, c'est ça. Donc, c'est un maximum un projet par organisme. Tandis que pour les demandes pour les volets jeunesse et événements, là, on vous donne jusqu'au max de demandes. Donc, ici, on a pensé qu'un organisme peut venir avec un super projet, un super événement et aussi une autre initiative de jeunes. Là, c'est bon, il peut avoir les 2. De vice-versa, il peut venir avec 2 événements totalement différents. Mais il ne faut pas prendre, même si vous venez avec un événement, par exemple, vous avez l'événement qui se passe au Québec, qui est vrai, qui va faire une réussite, mais vous venez aussi faire l'événement, pas sur ce fond-là, mais l'année prochaine, vous voulez faire l'événement à Ottawa. C'est super bien. Ou bien vous voulez le faire je ne sais pas, moi, vous allez faire ça au Nouveau-Brunswick, ça va être super bien, on n'a aucun problème là-dessus. Donc, vous avez, la limite, c'est de 2 demandes. Donc, aussi, les organismes effectuant des demandes peuvent postuler 2 fois pour le même projet, événement ou initiative de jeunes. Donc, mais il faut vraiment faire la différence. Si c'est le même projet, la même communauté, les mêmes gens, on ne va pas financer les 2, on va choisir un. Donc, il faut vraiment être, comme je viens de le dire,
deux projets, postule 2 fois pour le même projet, mais il faut vraiment passer de même, vous pouvez le faire parce qu'il y aura la compétitivité est mieux. Vous pouvez le faire, mais donc il y a assez de, et la compétition va être grande. Moi, je préfère qu'on essaie de faire ça et puis on essaie de réappliquer ça ailleurs, dans une autre province, dans une autre communauté, ou bien même dans la même province, dans une autre commune, dans une autre ville. Donc, c'est ça. Donc, quelque chose de très important à noter aussi, les demandes relatives à des initiatives bénéficiant actuellement d'un financement dans le cadre du programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme, ou du programme d'action et de lutte contre le racisme, administrés par le ministère du Patrimoine canadien, ne seront prises en considération que si la demande vise à prolonger ou à élargir l'initiative. Donc, on sait que le patrimoine canadien, comme nous, ils ont un projet, ils ont aussi des financements qui sont un peu comme nous. Donc, pour ne pas dupliquer les mêmes choses, pour ne pas permettre à un organisme d'avoir des fonds extra pour un projet, pour pouvoir permettre aussi aux gens, tout le monde, de pouvoir accéder à ces fonds. Parce que je suis sûr que tous les organismes qu'on travaille dans n'importe quel secteur, travailler sur une société plus juste et équitable en matière de race fait partie de nos objectifs. Donc, pour permettre aux organismes de pouvoir en profiter, donc c'est ça le but. Je vais y aller plus rapidement parce qu'on a des périodes de questions, donc c'est ça. Donc, toujours les limites, ceux qui ne vont pas être subventionnés, on ne subventionne pas les organismes à but lucratif, les institutions fédérales, les hôpitaux, les individus, les organismes dont le but est uniquement lié à une activité politique telle que définie par l'Agence du revenu du Canada, ainsi que les associations professionnelles. Donc, les dépenses admissibles, donc les salaires, les opérations, les coûts de programme, sont admissibles, mais il faut vraiment que ça soit lié directement au projet, à l'événement ou à l'initiative jeunesse proposée. Donc, si vous voulez, en matière de salaire, si vous voulez embaucher un gestionnaire pour mettre en place votre projet ou bien un coordonnateur pour coordonner les ateliers de formation, je ne sais pas moi, l'événement, là c'est bon, vous pouvez demander tout ce qui est opération, activité, achat de matériel pour l'événement, les coûts du programme, donc tout ça c'est admissible. Mais aussi, il y a les frais généraux et administratifs. On vous permet jusqu'à 15% du budget total de pouvoir demander des frais administratifs. Par exemple, on parle d'ici, si vous voulez louer un petit espace pour faire vos workshops, par exemple, excusez-moi, vos ateliers. Donc, c'est bon, vous pouvez demander ça, mais c'est juste 15% du budget total. Donc, les dépenses non admissibles, c'est une longue liste. Tout ça, c'est aussi disponible sur notre site web. Donc, achat de lits d'hébergement lié à une aide, coût lié à une aide financière, activités politiques partisanes telles que la promotion directe ou indirecte d'un candidat, supplément au loyer de votre bureau, de vos bureaux, services couverts par les autorités sanitaires provinciales aussi, services fournis par des professionnels médicaux, soins à des déficits d'exploitation dans vos activités, dans vos opérations journalières, achat de biens immobiliers pour le fonctionnement de votre organisme. Ça, toutes ces choses-là ne sont pas aussi liées. Ce que je veux ajouter ici qu'on n'a pas mis, c'est aussi les activités de levée de fonds. Donc, vous pouvez faire, si c'est une activité de levée de fonds vraiment qui est en ligne, qui est en ligne vraiment avec les objectifs du projet, ça va. Mais c'est juste pour lever des fonds pour votre organisme ou pour faire une activité antiraciale, non, ce n'est pas l'objectif. On vous donne des fonds pour mettre en projet, mais on ne va pas vous donner de l'argent pour lever des fonds. Donc ça, je voulais juste mentionner ça. Et si je ne sais pas comment une levée de fonds
mais si vous venez avec une activité de levée de fonds qui a vraiment, et vous démontrez comment cette activité de levée de fonds va atteindre l'objectif du projet, ça va, mais levée de fonds en tant que tel, non. Donc, les critères d'évaluation ici, vraiment, on cherche alignement. Alignement avec les thèmes et les objectifs, c'est vraiment clé. Atteindre des objectifs et des résultats attendus, démonstration de l'expérience des ressources humaines, financières, la structure, la capacité de l'organisme, le besoin. Identifier le besoin aussi, c'est très important. Par ici, je vous mentionne que aussi le formulaire de questionnaire des questions est disponible sur notre site web. Vous pouvez l'imprimer et puis voir c'est quoi les questions qu'on demande. Et la démonstration du besoin est très important. Un plan de reconnaissance clair. Les budgets aussi, un budget proposé détaillé. On vous demande pas, on n'a pas sur le site web un format en tant que tel, mais venez avec un budget qui est vraiment lié au livrable et qui est clair, qui est raisonnable, qui fait un total de ce que vous demandez. Donc ça, c'est très important. Et le plus important aussi pour l'évaluation, et ça, c'est strictement pour les demandes de projet. Les demandes de projet doivent soumettre un processus d'évaluation, un plan ou un processus d'évaluation. Ça, c'est très important. Comment ils vont analyser les mesures à la fin du projet et c'est quoi les prochaines étapes après le projet sur l'évaluation, une fois que l'évaluation est terminée. Donc, la reconnaissance, comme je l'ai dit, ça fait partie des critères d'évaluation, mais aussi c'est très important de reconnaître publiquement. Donc, toutes les propositions retenues à la fin de ce processus doivent reconnaître publiquement le soutien financier reçu de la FCCRR par le biais de son fonds, y compris le logo, notre logo, tous les documents des communications et les activités promotionnelles qui sont vraiment reliés aux subventions qu'on vous a données. Donc, procédure des demandes. Donc, comme je l'ai mentionné, pour les demandes de projet, vous avez jusqu'au 28 pour postuler. Et pour les demandes de commandite d'événements et d'initiatives de jeunesse, c'est jusqu'en décembre 2022. Les décisions sont prises par une équipe d'examen composée des membres de notre conseil d'administration, mais aussi appuyée par une équipe de notre personnel. Donc, on espère annoncer les bénéficiaires en mars, vers la fin en début mars, mi-mars, parce qu'on veut vraiment ceux qui ont été retenus puissent avoir leur premier paiement vers la fin du mois de mars. Donc, ici, ce que je veux vraiment attirer l'attention, c'est vraiment, comme je l'ai mentionné, on n'accepte vraiment pas les demandes par email, par courriel. Donc, on a mis en place un portail qui est disponible pour soumettre et c'est vraiment facile d'accès. C'est déjà, vous pouvez accéder sur les guides qu'on a mis en place sur notre site web. Si vous cliquez là-dessus pour postuler, ça vous demande tous de vous enregistrer, l'email, votre nom, et puis ça va vous donner un mot de passe. Vous promptez, c'est là où on attend vraiment la demande doit se faire en ligne. Mais on n'accepte pas des demandes par papier. J'ai reçu une question. J'ai regardé le PDF, mais ça ne peut pas. Donc, il faut vraiment faire la demande en ligne. Toutes les demandes doivent être passées en ligne. Toutes les demandes par email ne sont pas prises en considération. Et aussi, on a vraiment simplifié le processus. On a mis vraiment 3 catégories. Donc, parlez-nous de l'organisation, de la proposition et c'est vraiment attacher les pièces justificatives. Ici, pour les pièces justificatives, pour les demandes de projet, pour toutes les demandes, on va demander le rapport annuel, si vous en avez, c'est optionnel. On va demander aussi un budget très détaillé. On n'a pas de formulaire de format, mais à votre guise. Et aussi, on demande les rapports financiers de l'organisme. Et si c'est le fiduciaire, les rapports financiers du fiduciaire.
On veut que ça soit des rapports financiers, comment dire, audités en français là. Audited financial, c'est ce qu'on cherche, mais c'est pas obligatoire parce on sait qu'il y a des organismes qui n'ont pas vérifié, excusez-moi, des rapports financiers vérifiés, et c'est pas tous les organismes qui n'ont pas cette capacité de faire ça, ou bien il ne faut pas assez d'argent pour faire ça, donc vous pouvez soumettre vos financiers. On accepte aussi les kits de parrainage. Si vous faites un événement et vous avez un parrain et tout ça, ajouter ça, c'est optionnel, c'est bien. Les lettres de soutien du membre de votre communauté, donc c'est très bien. C'est pas on prend pas la décision basée sur ça, mais ça pourrait vraiment démontrer la capacité de l'organisme à mener à bien le projet ou l'événement ou l'initiative jeunesse. Donc, pour finir le soutien, donc on a nos coordonnatrices régionales partout au pays qui sont là pour vous aider si vous avez des questions. Elles sont vraiment les liens entre la fondation et les communautés partout au Canada. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions. Elles sont là. Il y a Vanessa qui s'occupe de l'Atlantique, de l'Atlantique, Barbara que vous avez vu au début qui s'occupe de l'Ontario, Rosaline qui s'occupe aussi de l'Ouest canadien. Donc, on est en processus de recruter pour le Québec. Ça va venir bientôt et la Colombie-Britannique. Donc, ça va venir bientôt, mais n'hésitez pas. Aussi, vous avez le courriel bourse à commercial CRRF-UF7.ca pour nous contacter. Ce que je veux ajouter aussi, c'est après cette présentation, on va vous envoyer ce PDF, cette présentation en PDF, donc pour référence. C'est tout. Excusez-moi, on a un peu dépassé, mais on va peut-être, si vous avez le temps, on va peut-être rester une dizaine de minutes de plus pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, je passe la parole à Kimberly qui va gérer le Q&A. Merci. Bonjour et merci Ibrahima. On a beaucoup de questions. Je vais commencer avec le premier. On ne peut pas répondre à toutes les questions, mais on va essayer notre mieux à répondre à les questions qui étaient les plus fréquentes. Une question ici, c'est pourquoi le retenu de 20%? D'habitude, le retenu est maximum de 10%. Oui, donc on a dit maximum, mais ça dépend aussi du montant. Donc, on ne va pas, si vous avez demandé, disons, 50 000, on ne va pas retenir 20%. Donc, c'est pourquoi on a dit c'est jusqu'à 20%. Et dépendamment toujours de l'analyse qu'on va faire des activités et puis du montant dont vous avez besoin et le temps que vous allez allouer à votre projet et tout ça. Donc, tout ça, c'est à discuter. Hein. Ça peut être, c'est juste qu'à 20%. Mais ça peut être 5%, ça peut être 10%, ça peut être 15%, ça peut être max 20%. Prochaine question. Est-ce que les gouvernements municipaux peuvent être le fiduciaire? Oui, les organismes, pour le moment, les gouvernements municipaux peuvent être fiduciaires. Mais en tant que fiduciaires, doivent avoir vraiment le statut de but non lucratif ou enregistré au Canada. C'est très important, ça aussi. OK. La prochaine question, c'est concernant les demandes basées sur les projets, quelle est la charge de travail pour l'organisme de bienfaisance et quel est le montant de financement qui va à l'organisme de bienfaisance et à l'autre organisme? J'ai pas, parce que il n'y a pas de montant qui est vraiment, par exemple, si je comprends bien, cette question mentionne probablement quand deux organismes collaborent pour pouvoir enregistrer, l'autre n'est pas enregistré. Donc, on ne va pas diviser le montant. Le montant, c'est vraiment pour le projet.
on ne va pas donner les sommes pour, je sais pas moi, un petite commission parce que ils nous ont donné, ils ont accepté le partenariat. Non, le budget ne doit pas vraiment avoir un paiement pour l'organisme fiduciaire. Le budget, c'est pour le projet. Donc, on ne va pas donner un montant pour un organisme, un montant pour un autre, mais ce qui est présenté, ce qui est demandé. Je pense. Pour la charge du travail, la première partie de la question, ça dépend de vous. C'est vous qui gérez votre projet, c'est vous qui vous avez vos ressources. En notant que ça fait du sens ce que vous présentez avec les ressources que vous êtes disponibles. Donc, c'est pourquoi très important d'expliquer quand vous aurez la chance de regarder les questionnaires. Donc, vous aurez la chance vous avez la chance de démontrer les capacités que vous avez pour mener ce projet à bien. Donc, la charge de travail, nous, on ne va pas juger, on va juste juger sur ce que vous nous donnez et surtout l'alignement, la potentialité du projet à atteindre les objectifs et les résultats attendus. OK. Comment concevez-vous la différence entre un événement et un projet? Wow, ça c'est une bonne question, ça. Ben, moi, je dirais un événement, c'est disons que tu veux vraiment amener des gens à parler des questions d'actualité je sais pas moi, un atelier, une conférence, un séminaire. Ça, c'est un événement. C'est-à-dire, ça arrive sur c'est vraiment de courte durée. Donc, ça peut être une semaine, une journée, je sais pas moi, ça peut être c'est ça un événement, c'est vraiment d'une courte journée et puis c'est pour rassembler des gens et puis pour sensibiliser des gens, un séminaire, une conférence, tout ça c'est des événements. Mais un projet c'est différent. Un projet, ça s'étale sur une plus longue durée et en plus, il y a des livrables, il y a une équipe de projet, il y a des attentes, il y a, il y a, il y a, il y a je sais pas moi, il y a une durée et tout ça. Donc, c'est ça vraiment la différence, c'est plus long et puis ça, c'est plus court. J'espère que j'ai répondu à la question. On a reçu plusieurs questions comme ça. Il y avait des gens qui voulaient savoir est-ce que les conseils scolaires sont admissibles ou les instituts de recherche affiliés avec un collège, est-ce qu'ils sont admissibles aussi? Oui, en notant qu'ils sont enregistrés et qu'ils ont un objectif, ils sont à but non lucratif et but non lucratif incorporé pour les conseils scolaires et les écoles et les universités. OK. Dans la catégorie développement d'une communauté culturelle et interculturelle, est-ce que la construction d'un espace communautaire pourrait être admissible si l'objectif sera de mener des activités interculturelles dans cet espace? Je pense pas que, bon, avec le maximum de 125 000, si vous pouvez construire 120 000 un espace, mais je sais pas construire, c'est vraiment construire un bâtiment ou c'est créer un espace de regroupement ou bien, je sais pas, tout est relatif. Tout est relatif. Nous, on ne peut pas vraiment prédire. Ce qu'on a essayé de ne pas faire cette fois-ci, c'est de prescrire les gens, de mettre les gens, de leur donner vraiment des pistes. On ne veut pas faire ça. Et en plus, c'est la première fois qu'on lance ce fonds. Peut-être que la prochaine fois, on aura vraiment des projets qui vont venir et qui vont sortir de l'ordinaire où on pourra partager avec les gens. Mais pour le moment, on ne veut pas prescrire. On vous lance ça. On vous dit ce qu'on veut. On essaie de voir la créativité qui est là-bas au sein des organismes communautaires partout au Canada. Donc, on attend à ce que les gens nous proposent des choses. Donc, on attend, on ne peut pas juste dire la construction. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on appelle par construction, parce qu'avec 125 000 $, je ne pense pas qu'on puisse construire quelque chose, mais c'est pour mettre en place quelque chose qui va sensibiliser les gens ou bien qui va créer une cohésion culturelle et interculturelle, permettre aux gens de partager des idées, de se connaître. Tout ça, c'est super bien.
c'est admissible. Mais quant à construire, ça dépend de ce qu'on construit aussi. Merci. Okay, merci, Ibrahima. Lorsque vous dites qu'un organisme peut postuler 2 fois pour le même projet, voulez-vous dire dans le cas où leur projet serait refusé lors de la première période d'admission ou pour prolonger ou étendre un projet qui aura été accepté la première fois? Merci. Merci. Donc, chaque organisme comment on appelle ça, est éligible par un projet dans le cadre de la source de financement projet. Maintenant, si vous êtes refusé, on prévoit avoir une deuxième ronde qui va se passer peut-être d'ici l'automne. Vous pouvez revenir, mais on ne va pas vous refuser juste pour refuser, on va vous dire les raisons pour lesquelles. Donc, si vous pensez que vous avez toujours le temps de pouvoir mener à bien ce projet et puis refaire la demande et puis revoir ce qui peut être amélioré par vous-même ou de par notre rétroaction, vous êtes le bienvenu à postuler à nouveau. Et si on vous finance et que vous pensez qu'on a fini le projet et puis on veut vraiment faire, je pense que je l'ai mentionné dans la présentation, vous voulez le faire, vous allez l'élargir pour atteindre beaucoup plus de gens ou bien avoir beaucoup plus d'impact, c'est bon. Donc, vous pouvez aussi revenir. Mais pour cette fois-ci, c'est un projet par organisme et si c'est refusé, vous pouvez vous revenir aussi. Pour les commandites d'initiative jeunesse, est-ce que c'est un minimum de 2500 ou c'est un maximum de 2500? Peut-être que je n'ai pas été clair. C'est un maximum de 2500. C'est le maximum. OK. On a combien de temps qui reste? C'est combien de temps? Il reste 8 minutes, mais moi, je peux être là parce j'ai un peu duré. Je peux être là, je suis disponible 10 minutes de plus pour répondre aux questions. Donc, on a à peu près, disons, 18-20 minutes. OK. Un moment. Étant un organisme à but non lucratif, comment doit-on procéder pour soumettre la demande, car ce ne sont que les organismes de bienfaisance qui peuvent soumettre une demande? Kim, excuse-moi, peux-tu répéter, s'il te plaît? OK, pardon. Étant un organisme à but non lucratif, comment doit-on procéder pour soumettre la demande, car ce ne sont que les organismes de bienfaisance qui peuvent soumettre une demande? Oui, merci. Donc, ça dépend de la source. La source, comme je viens de l'expliquer, pour la source de projet, pour les projets, il faut vraiment être un organisme de bienfaisance enregistré. Et si vous êtes un organisme, il faut aussi un organisme de bienfaisance. Si vous n'êtes pas enregistré, vous aurez besoin d'un fiduciaire, d'un organisme enregistré qui va agir comme fiduciaire. Mais si c'est pour les événements, un organisme de bienfaisance, si vous êtes un organisme de bienfaisance, vous pouvez postuler. Vous n'avez pas besoin. Et aussi vous avez beaucoup plus de chances aussi avec en matière d'éligibilité aussi pour tous les initiatives de jeunes. Vous pouvez postuler aussi. OK. Est-ce que plusieurs organismes d'un même quartier peuvent faire une demande de fonds dans la même enveloppe sans se nuire mutuellement dans la sélection? Ben oui, moi j'encourage toujours les collaborations. Donc, mais il ne faut pas juste collaborer pour collaborer. Il faut avoir un objectif en commun à travers ce projet ou cet événement. Donc, vous allez, même dans le questionnaire, vous pouvez lister les organismes partenaires ou les organismes qui collaborent pour l'événement, l'initiative ou le projet. Donc, c'est très important. Si c'est un projet qui vient d'un groupe, de plusieurs groupes qui viennent, on est là, on s'organise, on menait à bien ce projet, c'est bien. Mais si c'est pour un projet, il faut vraiment qu'il y ait un lead organisme.
Donc, il faut vraiment qu'il y ait un lead qui va leader qui va soumettre la demande, qui va être la personne contact si jamais ils deviennent bénéficiaires. Et puis donc, ils vont mener à bien leur projet. Donc, il y a pas de nuisance là-dessus. OK, Ibrahima, je pense que cette question est un peu liée à l'autre question et votre réponse. L'organisme agisse comme fiduciaire. Peut-il agir comme co-porteur du projet, un partenariat paritaire? Oui, ça dépend de leur entente. Ça dépend de leur entente. Mais moi, ce que je conseille encore une fois, c'est de ne pas juste chercher un organisme que vous connaissez parce qu'ils vont être aussi, ils vont devoir aussi, moi, je pense les impliquer dans le projet, leur impliquer. On a ce projet, on n'est pas enregistré, vous êtes enregistré. Est-ce que vous êtes intéressé à collaborer avec nous, à mener à bien le projet du début à la fin? Parce que idéalement, c'est l'organisme, le fiduciaire qui est vraiment accountable parce que c'est lui, son numéro c'est eux qui doivent faire la demande. Et vous travaillez avec eux en collaboration pour mener à bien le projet ou l'événement. OK. On passe à l'autre question. Est-ce que le montant de 125 000 $ est par année ou pour toute la durée du projet jusqu'au 31 décembre 2023? C'est juste que pour la durée du projet. C'est pas par année. C'est juste pour la durée du projet jusqu'à la fin de vos projets. Ouais. Okay. Je pense que tu as mentionné ça déjà, Ibrahima, mais juste pour répéter, est-ce qu'il y a un formulaire de budget afin de remplir? Ça, je viens de le mentionner, on n'a pas vraiment de budget en tant que tel. Peut-être que c'est un truc de communication que je vais régler plus tard parce que je reçois pas mal de questions à la façon dont on l'a présenté. Donc, on n'a pas de budget formulaire en tant que tel. Donc, on laisse libre cours à vous de vraiment créer. Vous pouvez utiliser Word, vous pouvez utiliser Excel. Donc, en notant que le budget, ça fait du sens et que c'est lié au livrable de votre projet ou de votre événement ou de votre initiative de jeunes et que vous pouvez même mettre à côté une colonne explicative de l'argent et tout ça. Donc, on ne vous prescrit pas. Donc, allez-y. Faites votre budget comme vous le voulez en notant que ça fasse du sens et que c'est lié à l'objectif et au délivrable du projet ou de l'événement. J'ai une question ici qui demande ou disent qu'il y a une préoccupation avec la nature de l'organisation. Ce n'est pas clair ce qui différencie un OSBL incorporé et enregistré auprès de l'ARC et un organisme de bienfaisance. Pourriez-vous clarifier, s'il vous plaît? Je pense OSBL, c'est au Québec, c'est organisme de bienfaisance. Je pense que c'est reconnu au Québec. C'est reconnu, il y en a qui sont reconnus juste au Québec, mais pas en Ontario. Mais ce qu'on cherche ici, c'est des organismes vraiment reconnus en tant que, comme tel que défini l'Agence de revenus du Canada. Donc, c'est ça qu'on cherche vraiment. Et c'est ça qu'on cherche vraiment. Et je ne sais pas la différence entre les deux. Excusez-moi d'être honnête avec vous. Je suis honnête, mais d'être vrai avec vous. Le OSBL, je ne sais vraiment pas le statut, mais j'ai déjà reçu une question comme quoi la personne me demandait est-ce que si on est reconnu au Québec, mais pas au Canada? Donc, nous, on est une fondation quand même canadienne. Donc, on a une cour, comme Barbara l'a dit à l'introduction, une fondation de la couronne canadienne. Donc, du coup, on se base sur la reconnaissance de l'Agence de revenus du Canada. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais la personne peut toujours me envoyer un email et puis on va essayer de clarifier ça. Et puis, je vais faire aussi des recherches concernant OSBL au niveau du Québec. OK. Si on n'arrive pas à soumettre un projet pour la date limite,
le 28 janvier. Quelle sera la prochaine date de dépôt de projet? Comme je l'ai mentionné, ça va être probablement vers l'automne. On n'a pas encore commencé à travailler sur les dates butoirs et tout, mais ça va être prochainement, probablement d'ici l'automne. On n'a pas encore fixé de date, mais une fois que c'est fixé, ça va être vraiment annoncé sur notre site web. OK. Quelle est la différence entre ce fonds et le Fonds du patrimoine canadien, SCMLCR, pour les événements interculturels? Ah bon, là, il faut vraiment aller chercher avec le Patrimoine Canada. Donc, nous, comme je l'ai mentionné, on a mis en place ce volet pour pouvoir vraiment aider tous les organismes dans leur combat contre le racisme à créer un, un Canada juste et équitable en matière de race. Ou créer une société anti-raciale. Donc, moi, je ne connais pas vraiment trop les paramètres définis par ce programme. Je sais qu'on ne va pas dupliquer, mais on a des collaborateurs au niveau de Patrimoine Canada qui vont peut-être nous aider. Donc, si vous avez un projet vraiment, il ne faut pas juste venir avec ce même projet. C'est comme je l'ai dit dans la présentation, on veut donner une chance à tout le monde et puis c'est pas juste un organisme à des fonds pour même deux subventions pour un projet alors que l'autre est sur le terrain en train de chercher. OK. Ça, c'est une bonne question. Comme organisme dont le siège principal est au Québec, suivant cette présentation, à qui devrons-nous nous adresser si nous avons des questions plus précisées ou plus précises? Donc, vous pouvez utiliser l'email que je vous avais mentionné pour poser vos questions. Donc, on a une équipe francophone ici, bilingue, qui se feront plaisir de vous assister. Mais comme je l'avais dit aussi, on est en processus de recrutement. Je ne sais pas si vous étiez aussi au début de la présentation, on a notre nouveau directeur régional basé au Québec qui s'est présenté et on est en processus aussi de recrutement d'un coordonnateur régional basé à Québec qui va pouvoir vous aider. Mais pour le moment, vous pouvez nous envoyer un courriel et puis on se fera plaisir de vous assister. Je pense que c'est tout, Ibrahima. C'est tout? Oui, pour le moment. Ah, mais c'est super parce que là, il est 3h02. Donc, Kim, je te laisse décider. Barbara, une dernière, je te passe la parole pour fermer. Allô, Barbara? Je pense qu'elle a dû quitter. Elle a dû quitter? OK. Oui. Donc, probablement, elle a une réunion. Mhm. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions. Et puis, comme je l'ai dit, vous pouvez toujours, je pense qu'il y a quelqu'un qui a, je ne vois pas, mais il y a quelqu'un, Camélia, qui a raised hands. Je pense que Camélia, si vous m'entendez, pouvez-vous mettre votre question, si vous avez une question, mettez-le sur le chat, le Q&A, s'il vous plaît. Kim se fera le plaisir de dire ça. Parce que pour le moment, je pense qu'on ne peut pas. S'il vous plaît, juste mettez les questions sur le Q&A parce que je ne pense pas qu'on puisse prendre les gens, c'est en format webinaire. La question ne vient pas de Camélia, mais il y a une question ici. Si un organisme de bienfaisance peut-il embaucher un travailleur autonome qui ne souhaite pas être salarié pour réaliser une partie des activités du projet? Mais oui, un bénévole, ça c'est une bonne idée. Si vous pouvez avoir un bénévole qui veut travailler pour vous aider mais s'il est salarié, nous on ne paye pas des salaires pour
pour mettre en place. Mais si c'est un salaire, il va vraiment, comme je l'ai mentionné, vous pouvez embaucher un coordonnateur, quelqu'un, en autant que c'est justifié, en autant que c'est lié au projet. Ça, c'est totalement acceptable. Si le salaire, la subvention peut couvrir son salaire pour, je sais pas moi, gérer les présentations que vous allez faire, ou bien organiser les activités, ou bien, je sais pas moi, travailler sur votre rapport, tout ça, c'est lié au projet. Donc, toi, ça, c'est acceptable. En bénévole, c'est encore mieux pour travailler avec vous. OK. Une autre question, combien d'années de déclaration fiscale avez-vous besoin? La dernière année, les 2 dernières années, c'est bien. OK. OK. Oh, voilà la question de Camilla. OK. Pour le projet, pour les jeunes, doit-il être autour des thématiques raciales? Oui, ça c'est très important. Comme je l'ai dit dans les critères d'évaluation, tous événements, initiatives de jeunes, projets, tout ça doit vraiment être en ligne avec les thématiques, les objectifs, et puis aussi doit viser les résultats attendus dont j'ai parlé en début de présentation. Donc, c'est très important. OK, je pense qu'on a, on a temps pour une autre question. Ouais. Est-ce qu'une exposition artistique culturelle est considérée comme un événement? Ben oui, ça peut être un événement si c'est vraiment le thème, et en ligne avec les thèmes qu'on a mis sur place et que vous avez des résultats attendus comme accroître la sensibilisation sur des thématiques raciales comme qui est en lien avec nos résultats attendus, c'est sûr, c'est acceptable, c'est un événement. Mais il faut juste que votre objectif soit en ligne avec nos thématiques et puis les résultats attendus. OK, c'est tout? C'est tout. Donc, j'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions. Donc, comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, j'ai un peu de la difficulté, à nous envoyer un email, un courriel à cette adresse sur la ligne. On va vous envoyer la présentation et nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire et puis nous vous souhaitons bon succès pour vos demandes et puis et vous remercions aussi pour tout le travail que vous faites pour la communauté canadienne. Merci à tout le monde.